if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super en ce début de semaine, j'espère que votre club de cœur a gagné, à chaque fois c'est un petit peu c'est ça qui détermine la semaine à venir de toute façon, encore plus en cette semaine de choc, de derby j'ai envie de dire, hein. Voilà, la transition est toute trouvée, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces trois affiches du week-end qui ont été... deux derbies et un classique. Ces trois affiches chaudes avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de tension, beaucoup d'enjeux. Et donc voilà, j'avais envie de revenir avec vous sur ces trois affiches qui sont pas trois derbies. Hein. Attention, faut bien. Et encore, c'est même pas des derbies si on prend la définition originelle du mot derby. Déjà, le derby, ça vient d'Angleterre. Et c'était dans le cas de deux clubs d'une même ville qui s'affrontaient. Par exemple, à Londres, si Arsenal et Chelsea s'affrontent, c'est tous les deux des clubs de Londres, et ben c'est un derby. En France, on n'a pas, à part le Paris FC récemment qui, pour la première fois, est monté en Ligue 1, du coup Paris FC, Paris SG, ce serait un derby. Mais en France, dans notre histoire, on n'a pas de clubs d'une même ville qui sont au niveau professionnel. Et donc, nous, de notre côté, on a appelé derby tout simplement un match où deux équipes d'une même région s'affrontent. Les principaux, j'ai envie de dire, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a le derby du Nord, donc entre Lens et Lille, encore plus avec le retour au niveau de Lens. Le derby breton, entre Rennes et Nantes. Il y a d'autres équipes en Bretagne, mais... c'est là où il y a le plus d'animosité et le plus d'enjeux à chaque fois. Et le derby entre Lyon et Saint-Etienne, là aussi un derby avec beaucoup d'enjeux, beaucoup d'animosité, beaucoup de friction entre les fans notamment. À préciser, donc on a eu deux derbys, Nantes et Lens-Lille ce week-end. Le classique entre Marseille et Paris, c'est pas un derby, mais voilà, c'est un match où il y a aussi beaucoup d'intensité, beaucoup de ferveur. Ça s'explique par le fait que Paris, depuis son rachat et même avant, c'est un club fort de notre Ligue 1, du championnat. Et depuis son rachat, il s'apparente quand même à l'équipe la plus forte. Et Marseille, son palmarès parle pour eux, avec c'est les premiers à avoir gagné le premier club français, pardon, je vais y arriver, à avoir gagné la Ligue des Champions, club emblématique, et donc ils apparaissent un peu comme les deux clubs principaux en Ligue 1 depuis quelques années, et donc ça fait naître cette rivalité. En plus, il y a un peu ce côté nord-sud, voilà, donc les supporters s'aiment pas beaucoup, ça a fait naître ce match qui chaque année est attendu. Marseille-Paris, Paris-Marseille, à chaque fois c'est des rencontres qui sont scrutées, observées avec un peu plus de précision. Et donc on a eu droit à ce match-là aussi, dans des conditions particulières, on va y revenir. Je propose qu'on commence tranquillement de manière chronologique, hein, comme j'aime le faire. Et du coup, de manière chronologique, c'est Nantes-Rennes, le premier match à s'être joué. C'était samedi, et c'était à la Beaujoire, à Nantes, match aller du derby breton. Si on peut faire un petit peu un avant-match, on peut parler des compositions d'équipe, hein, tout simplement. Nantes, donc, ils alignent un 4-3-3 avec un milieu de terrain renforcé. Je vous avais parlé pour Nantes, quand je présentais un petit peu les équipes, d'un joueur que j'aimais bien, Yacine Benatab sur le côté. Bon, là, il n'était pas là. C'était Lado qui lui était préféré. Dans le 4-3-3, on retrouve Mathis Sablin sur le côté gauche. Donc, surprise, pas surprise, parce que Mathis Sablin, ça reste le meilleur joueur de Nantes sur le papier. Mais c'est juste que, comme on l'avait dit, il y avait eu un bras de fer entre Nantes et Mathis Sablin, parce que lui voulait partir et Nantes ne voulait pas le laisser partir. En tout cas, ils avaient fixé des attentes financières pour son transfert trop hautes, et personne n'avait mis les 40 millions demandés sur la table. Et donc Mathis Sablin est toujours là.
Mais moi, je salue Mathis Sabline et son comportement parce que dans ces cas-là, il y a un peu une tension qui s'installe et c'est pas facile à gérer pour le club et pour le joueur. Parce que le joueur, voilà, potentiellement pendant l'été, il s'est projeté ailleurs. Et là, il se dit qu'il va devoir faire une saison ou tout du moins une partie de saison parce qu'il peut partir cet hiver. Mais voilà, il va devoir rejouer avec le club de Nantes. Et donc, il y a des joueurs qui vont rentrer en conflit vraiment avec leur club et leur direction et refuser de jouer. Je pense à Ademola Lookman à l'Atalanta, voilà, parce qu'il voulait partir et qu'il avait exprimé ce souhait. Bah, comme ils n'ont pas réussi à trouver de porte de sortie, bah, maintenant ils s'entraînent plus, ils jouent plus. Je trouve ça dommage. Mais voilà, c'est des comportements qui arrivent et c'est pas du tout le cas de Mathis Sabline et on y reviendra, mais il fait vraiment un super match. On sent qu'il, même si ça doit lui trotter dans la tête cette histoire, ça se ressent pas du tout sur le terrain. Il fait vraiment les efforts et ça se sent qu'il veut tout donner pour son club de cœur et aussi lui aussi il a un intérêt à jouer à fond et il doit aussi encore une fois prouver et ça l'arrange si sa cote elle augmente aussi, il pourra avoir encore plus des grands clubs qui toqueront à sa porte. Donc voilà, juste petit passage sur Mathis Sabline. Côté Rennes, on a un 4-4-2 qui est aligné par Habib Beye. C'est vrai que je vous avais parlé 4-4-2. Tout d'abord, j'avais parlé de quelque chose, mais brièvement, première titularisation d'Alidou Seydou à droite. Voilà, je le mentionne. Je vous avais parlé de Monaco et de son alignement de deux attaquants, deux vrais numéro 9 dans ma vidéo précédente. Je fais ce parallèle parce que je pense que Monaco, c'est la seule équipe de Ligue 1 à aligner vraiment deux numéros 9 comme le fait Rennes maintenant. Donc je trouvais le parallèle intéressant. Et moi, côté Monaco, ça m'avait pas du tout convaincu, hein, je l'avais dit, même si sur le papier, mettre un attaquant de surface, point de fixation comme Mika Biret, et un attaquant rapide capable de se projeter, prendre la profondeur rapide comme Folarin Balogun à l'aise techniquement, sur le papier ça fait rêver, hein, mais sur le terrain, moi je le vois pas, donc ça me dérange un peu que l'association elle ait lieu, même si on est d'accord, hein, dans l'idée c'est super, mais je n'arrive pas à voir, bref, pas m'attarder sur Monaco, mais du coup dans le cas de Rennes, l'alignement je trouve pour le coup il est intéressant. Pourquoi? Parce que Mbolo du coup c'est lui qui apporte ce point d'encre, ce point de fixation sur la pointe de l'attaque. On l'a connu à Monaco, une grosse capacité physique, Brel Mbolo, vraiment capable de peser à lui tout seul sur une défense, d'embêter, de prendre du poids en fait, et d'occuper les espaces. Tandis qu'Esteban Le Paul, il a un peu ce profil d'attaquant rapide qui prend la profondeur, qui est à l'aise techniquement. Et donc l'alignement des deux, encore une fois, il est intéressant. Et pour le coup, je le trouve encore plus intéressant parce que Brel Mbolo, super joueur, franchement, mais moi j'ai des doutes sur sa capacité à être un numéro 9 titulaire, seul à la pointe de l'attaque, de par le fait que j'ai l'impression que des fois il a un peu des trous d'air dans des saisons, où il a des périodes de disette, où il marque pas beaucoup de buts, voire plus du tout de buts. Et donc l'aligner avec un Esteban Le Paul qui lui est aussi un numéro 9 qui est capable de marquer des buts, voilà, je trouve ça intéressant et ça au final ça leur donne raison, hein, parce que Esteban Le Paul a marqué contre Nantes. Donc voilà. Dernier point que j'aimerais aborder, c'est, je vous l'ai dit, les derbies c'est toujours un match particulier pour les clubs, pour les supporters. C'est toujours un match de football au-delà du football, en fait, c'est hyper important pour le club, pour la ville. Et donc, et encore plus quand il y a des petites histoires de tensions qui se créent entre les deux clubs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Rennes, pardon, dans leur 11, on retrouve 3 joueurs anciens nantais en fait. Il y a Ludo Blas qui est aligné à droite, fait un super match d'ailleurs. Valentin Rongier au milieu, recruté cet été.
et Quentin Merlin à gauche, en latéral gauche. Et donc ça rajoute un petit peu de tension, d'animosité dans ce match, d'intérêt. Et voilà, c'est dans ce contexte-là, pardon, que le match va se jouer. Évidemment, à la Beaujoire, pleine à craquer, avec une superbe ambiance. Franchement, gros chapeau bas aux supporters nantais qui ont vraiment respecté ce derby. De toute façon, côté Rennes, côté Nantes, c'est un match important à chaque fois. Et là, superbe ambiance, j'ai trouvé. Et justement, poussé par ce public, les Nantais, ils vont tout simplement être un petit peu maîtres de ce début de match. Et la ferveur des supporters, elle va se retrouver en fait sur le terrain avec des Nantais qui vont être poussés à gagner les duels, à s'engager pleinement. Avant le match, c'est vrai qu'on avait peur du fait que depuis quelques années, Nantes, ils apparaissent moins forts que Rennes. C'est vrai que Rennes a plus fait d'investissement, donc ils ont ramené des meilleurs joueurs. Et donc on avait un peu peur, et aussi au vu du début de saison, mais aussi des saisons précédentes. C'est pas que on n'établit pas ça que sur les 5 premiers matchs, mais c'est vrai qu'on avait un peu peur que le derby n'ait pas lieu de par le fait que Rennes soit supérieur. Et dès le début de match, Nantes ils rassurent, ils mettent une grosse intensité, ils mettent une grosse pression, et ça va directement mener à la première occasion chaude qui va être pour eux, qui va être sur un dégagement où Mathis Sabline il gagne son duel de la tête. Et il va dévier pour Mostafa Mohamed qui va se retrouver quasiment en situation de face à face. Et il va tenter de lober Brice Samba. Un peu de précipitation, ça va être raté. Et ça, en début de match, ça aurait pu donner des ailes à Nantes qui leur faire dire voilà, on trouve les espaces, on est capable de déséquilibrer cette équipe. Mais en fait, il y aura une petite sensation de la chance, elle est passée. Dommage. C'est un peu la sensation que j'ai eue, et du coup après cette occasion, Nantes ils vont commencer à beaucoup plus subir. Forcément la ferveur du public ça a ses limites, hein. Après techniquement Rennes va remettre le pied sur le ballon. Ils vont, même si Nantes en début de match, c'est vrai, ils ont une possession, mais ils n'arrivent pas à trouver leurs attaquants. Mostafa Mohamed, à part sur cette défilation d'Ablin, il va être un peu muet, et c'est un peu tout le match aussi, si on devait généraliser. Mais voilà, au fur et à mesure, Rennes, ils vont prendre la mesure de ce match. Ils vont un petit peu se sortir de cette pression que mettent les Nantais, et les Nantais en général avec le public. Et donc, au fur et à mesure, ils prennent le contrôle du match, et ça va mener au penalty qui est sifflé en faveur de Rennes. Alors, penalty très sévère pour moi, voilà, je le dis. Je suis pas nantais, je tiens à rassurer mes amis rennais, je suis pas nantais. Mais pour moi, c'est sévère parce que le règlement stipule clairement, enfin un petit rappel au règlement, je me permets, que dans le cas d'un tacle glissé, quand la main du joueur elle est posée au sol, quand la main devient un appui en fait, et que la balle touche la main, la faute ne peut pas être sifflée. En fait, le penalty du coup, on se retrouve dans ce cas-là en fait, et du coup le penalty pour moi n'aurait pas dû être sifflé. En direct, les commentateurs ils le disent, penalty très sévère, je suis d'accord. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que le penalty il est maintenu, et il va être frappé par l'unique Ludovic Blas, ancien Nantais, voilà. Il va le transformer, il va pas célébrer, il fait l'excuse. Ça c'est beau, même si quand tu vas dans le club ennemi, souvent les supporters, que tu t'excuses ou tu t'excuses pas, ils vont pas t'accueillir les bras ouverts. Mais voilà, penalty transformé par Ludo Blas, et ça va vraiment mettre un coup derrière la tête des Nantais parce qu'ils font un bon début de match. Derrière, ils se font un peu surprendre, mais ils sont encore là, hein. Ça devient plus compliqué. Penalty très sévère. Donc ils se sentent un peu lésés. Et dans la foulée, je crois que Ludo Blas marque à la 28e. Dans la foulée, Esteban Le Paul, qui va doubler la mise, donc vers la 35e, je crois. Donc 2-0. Mais c'est clair qu'à partir du penalty de Ludo Blas, on sent que Nantes ils se démobilisent un peu. Ils n'arrivent plus du tout à conserver le ballon. Ils sont loin des joueurs. Il y a beaucoup d'espace. Je veux pas faire un focus sur lui, mais Nicolas Gozza en grosse difficulté en première mi-temps.
toute façon, ça fait quelques temps que Nicolas Kozza n'a peut-être plus le niveau Ligue 1. Bon, ils n'ont peut-être pas le choix. Je ne veux pas m'acharner sur lui, hein. C'est pas personnel. Mais voilà, c'est juste pour illustrer le fait qu'ils ont du mal. Et ça se ressent et on arrive à la pause où on est un peu... en tant qu'analyste, j'étais un peu inquiet pour Nantes parce que se prendre 3-4-0 dans un derby chez toi, c'est pas... C'est compliqué. Bon, il y a une autre équipe qui a vécu ça, c'était pas chez eux, mais qui a vécu ça dans le week-end, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais voilà, un peu inquiet à la mi-temps. Et au final, les Nantais ils vont rassurer à la sortie des vestiaires, tout simplement en mettant une grosse intensité. Je vous ai dit en première mi-temps, il y avait la sensation qu'ils étaient un peu perdus sur le terrain. Ils ne savaient pas trop qui devait prendre qui. C'était un peu compliqué, il y avait beaucoup d'espace. Chose à souligner, Valentin Rongier sort à la mi-temps, donc un petit peu dans l'idée, je pense que Habib Bey se dit le match il est maîtrisé, et Valentin Rongier il apparaît vraiment comme métronome au milieu, hein. Il fait une grosse première mi-temps, et il le sort, et donc à partir de ce moment-là, en deuxième mi-temps, il y a moins de maîtrise, beaucoup plus de... Les Nantais sont plus proches en fait des Rennais, donc ils les empêchent vraiment de progresser. Chose intéressante, ils mettent en place un pressing beaucoup plus haut, tactique amenée à la mi-temps. Ils se découvrent, mais du coup, Rennes, ils ont du mal à passer ce pressing-là, bien senti de la part du coach nantais. Et donc, la conservation de Rennes, elle apparaît beaucoup plus stérile et beaucoup moins... ils arrivent beaucoup moins à amener le danger dans la surface des Nantais, contrairement à la première mi-temps. Et au fur et à mesure, Nantes, ils vont prendre le contrôle du match, en fait, clairement. Il y a ce but de Junior Mwanga qui va intervenir à la 65e, je crois. Et donc, ça va totalement relancer la partie. Le troisième but dans un match, on le dit souvent, c'est hyper important. Et ça va relancer le match. Et Nantes croit en sa chance. Ils vont continuer à pousser. Ils vont pousser jusqu'au bout. Rennes, au fur et à mesure, ils vont reculer. Ils vont être pris par l'intensité mise en deuxième période, avec vraiment un Nantes à deux visages, hein. J'ai trouvé première mi-temps, c'était compliqué, et deuxième mi-temps, ils font ce qu'il faut, et ils vont pousser jusqu'à obtenir un penalty, donc histoire de penalty ce match. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, Nantes récompensé de ses efforts, bravo à eux. Mais au final, le ballon est pris par Mathis Sabline, il le rate, arrêt de Brice Samba. Donc la clim à la Beaujoire, clim totale. Nantes, on est à la 90e minute, je crois. Je crois qu'on est dans le temps additionnel. Donc là, les supporters, ils se disent non, on va perdre le derby chez nous après un penalty raté. Donc situation de fou, très compliqué. Mais Nantes n'abdique pas sur le terrain. Ils continuent de pousser dans le temps additionnel et ça va finir par leur sourire. C'est El Arabi qui marque, ouais, c'est ça. El Arabi qui finit par délivrer la Beaujoire à la 96e, superbe but, plein de volonté. Et donc, résultat 2-2 de partout dans le derby breton. Ouais, vraiment match Rennes qui passe à côté de sa chance, clairement, parce qu'ils avaient la main mise sur le ballon. Pas beaucoup aimé le coaching d'Habib Bey, hein, du coup, de sortir son leader technique au milieu de terrain en la personne de Valentin Rongier à la mi-temps. Ils ont un peu perdu le fil du match et j'ai l'impression que les consignes n'étaient plus reçues comme il le faut. Et Nantes a joué pleinement sa chance et ça finit par un résultat nul qui, je pense, est mérité. Voilà. Dans le derby breton, de partout. Et ensuite, on a rapidement enchaîné, ça c'était plaisant, sur le Lens-Lille. Je ne vais pas vous refaire l'historique, hein, c'est pareil, c'est deux équipes qui ne s'apprécient pas beaucoup, si je devais un petit peu nuancer le propos. Chaque année, le Lens-Lille, le Lille-Lens, il est attendu par les supporters et par le championnat en général, hein. Comme un match important de la saison, un match que les joueurs, que la direction, que les supporters cochent dans leur calendrier, hyper important. Et donc là, Lens-Lille à Bollaert, 6e journée de Ligue 1. On peut revenir en avant-match. Pour le coup, il n'y a pas ce déséquilibre qu'on aurait pu avoir entre Rennes et Nantes. Lille fait un meilleur début de saison que Lens, hein, même niveau comptable.
mais dans l'impression visuelle aussi, je trouve. Mais ça reste deux équipes qui ont le calibre européen, même si Lens n'est pas européen cette saison, je crois, mais ils en ont le calibre, voilà. Donc deux équipes à peu près dans un niveau de jeu similaire, je dirais. Et donc c'est vraiment un choc. Au niveau des compositions, Lens, ils vont rester fidèles à leur défense à 5 ou à 3, hein, on en a déjà parlé, avec Beidou, Sarr et Gradit. Et pour le coup, ça a vraiment bien fonctionné. Les trois se sont vraiment bien calibrés. On sait qu'il y a eu des départs importants avec Danso, Kusanov, Medina sur les dernières années en défense centrale. Là, j'ai trouvé qu'ils ont bien réussi à remplacer ça. Au niveau du milieu de terrain, c'est à peu près du classique, hein, Thomasson Sangaré. En attaque, Ryan Fofana qui est préféré à Hudson Edouard, qui est une recrue du Mercato. On s'attendait à voir Hudson Edouard. Au final, Pierre Sage, il préfère Ryan Fofana. Je spoil, Lens va gagner 3-0 le match. Au vu du match de Ryan Fofana, bon, il marque, hein, mais je sais pas, j'ai encore des doutes sur. C'est un jeune joueur. J'ai l'impression qu'il a encore des choses à apprendre, donc voilà, j'ai encore un petit peu des doutes, mais si le coach lui fait confiance, le joueur va progresser et c'est tant mieux pour lui, hein, du temps de jeu. En plus, dans des gros matchs comme ça, c'est de l'expérience. Le métier il rentre beaucoup plus vite dans ces cas-là. Voilà pour Lens. Après, dans les demi-espaces, Thauvin Saïd, c'est du à peu près classique. Pour Lille, il y a une petite surprise, c'est l'absence de Benjamin André, voilà, qui n'est pas là, qui ne fait pas le déplacement. On a également la blessure de Alexandro en défense centrale, qui va être remplacé par Mbemba, comme quand il se blesse contre. Alors j'ai un trou, je vais tout de suite regarder. Mais il se blesse au match précédent contre l'Orient. Non, pas contre l'Orient. Alors là, je cale complet. Contre Toulouse, pardon, et oui. Contre Toulouse, il est remplacé par Mbemba. Et là, du coup, c'est Mbemba qui va être titularisé. Au milieu, du coup, absence de André, titularisation de Boadi et Bentaleb. Boadi, très jeune joueur, d'ailleurs, il a été 9e au classement du Golden Boy. Voilà, et au niveau du latéral droit, Thomas Meunier toujours absent, il y a une gêne musculaire, et donc Aïssa Mandi titularisé. Donc une équipe un petit peu remaniée, toujours Olivier Giroud à la pointe de l'attaque, et c'est dans cette configuration-là, avec quelques absents côté Lille, mais une équipe qui arrive ambitieuse et forte d'un gros début de saison, qui se pointe à Bollaert, et c'est dans ces conditions-là que le coup d'envoi est lancé. Et sur le début de match, Lens, comme Nantes, ils vont être poussés par le public à mettre une énorme intensité. Mais je trouve que là où Nantes avait réussi à vraiment mettre en difficulté Rennes par son intensité, là je trouve que c'est Lille qui arrive à bien inverser la tendance rapidement. Et c'est eux qui vont trouver en fait les espaces le plus rapidement. J'ai trouvé que la vitesse de Mathias Fernandez-Pardo sur le côté droit, elle va faire vraiment mal à Mathieu Hudol, qui passe dans son dos. Félix Correa aussi, il essaye de trouver les bonnes passes, la bonne vision de jeu. Un garçon aussi qui est très intéressant dans le début de match, c'est Nabil Bentaleb, qui vraiment, par la passe, il va vraiment casser des lignes. Et donc tout ça mène à plusieurs opportunités, et notamment une qui est marquante, c'est le débordement de Fernandez Pardo qui centre vers Correa qui tente de finir, mais arrêté par le gardien lensois Risser. Et la balle elle va revenir sur O'Connor Hudson. Il est au point de pénalty, il est plat du pied au point de pénalty, et il va rater le cadre, en fait, tout simplement. Il manque la cible. Et à partir de là,
le cauchemar lillois va commencer. Euh, Lens, ils vont petit à petit rentrer vraiment dans leur match. Euh, En fait, le début de match, il est équilibré, mais la sensation, elle est que Lille, ils arrivent plus à trouver les espaces, même si je trouve qu'on arrive beaucoup à trouver Florent Thauvin et Wesley Saïd dans les demi-espaces, et qu'ils arrivent à se retourner. Et quand ils sont face au jeu, c'est deux joueurs qui sont dangereux pour la défense lilloise. Je mets un petit bémol sur Ryan Fofana, comme je l'ai dit, que j'ai pas trouvé très impressionnant et qu'on a du mal à trouver, je trouve. Je trouve. Pas ouf. Mais voilà, Thauvin, Saïd, vraiment, ils font mal. Et la projection aussi de Thomasson au milieu de terrain, elle met en difficulté la défense lilloise. Et donc, au fur et à mesure, Lens, ils vont réussir à s'installer jusqu'à ce corner à la 28e, qui va être tiré au premier poteau, dévié par Mathieu Hudol. Et ça va toucher le genou de Wesley Saïd qui constate seulement le but au final. Et donc voilà, ça dévie, ça fait but, ça fait 1-0. Et à partir de là, Lille se remettra jamais véritablement de ce but. Dans la foulée, Lens, ils insistent et on sent qu'il y a l'atmosphère, le rythme imprimé par Lens, les duels qui vont être gagnés. Un pressing assez haut qui dérange la relance lilloise. Beaucoup moins de présence de Bentaleb. On n'arrive pas du tout à trouver le maître à jouer d'habitude au Alson au milieu. Voilà, donc au fur et à mesure, Lens, ils mettent vraiment la main sur ce match. Et ça va mener jusqu'à cette situation où, voilà, en tant qu'analyste, moi je trouve que c'est sévère pour Lille, ce but. En fait, la situation, je vais vous l'expliquer tout simplement, c'est Félix Correa qui a le ballon dans son camp, après un corner, je crois. Et donc toute la pression lensoise vient sur lui. Et il tricote un peu, ça c'est vrai, dans son camp. Et au moment où il veut faire la passe en retrait à son gardien, c'est Wesley Saïd, je crois, qui met son pied devant le pied de Félix Correa qui fait la passe. Du coup, le pied de Saïd percute le pied de Correa percute le pied de Saïd. Je fais un schéma avec les mains. Mais du coup, voilà, il s'écroule. Tout le monde s'attend à ce qu'il y ait faute. Pas de faute sifflée. À partir de là, il y a un contre. Le ballon, il arrive vers Florian Thauvin qui se fait pas prier, clairement. Il le prend à Fofana, le ballon. Il dit mets-toi sur le côté, gamin, je vais te montrer. Et il fout ça en lucarne. Donc, situation très, très délicate. Sur le direct, j'ai l'impression qu'il y a faute. Au ralenti, j'ai l'impression qu'il y a faute. Personnellement, je donne mon avis, je me mouille. Mais voilà, en tout cas, le but va être validé. Et le but, il intervient juste avant la mi-temps. Donc, vraiment, énorme coup de massue. En plus, les Lillois, déjà avant ce but-là, ils étaient en difficulté. Donc là, vraiment, ça va mettre vraiment un coup au moral. Et donc, à la mi-temps, ça fait 2-0. Et il y a une équipe qui est supérieure à l'autre au tableau d'affichage et sur le terrain, en fait, tout simplement. Et pour le coup, le score et la physionomie, un peu, elle est similaire entre le match de Nantes, Rennes et Lens-Lille, avec le cas d'une équipe qui est menée 2-0 à la mi-temps et qui a beaucoup de difficultés dans le jeu. Mais sauf qu'au contraire de Nantes, bah déjà, ils vont pas être poussés par leur public parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais Lille, ils ressortent jamais vraiment des vestiaires, en fait. On a l'impression que cette faute, je dis ça, c'est mon avis, hein, ça a été laissé par l'arbitre Eric Atelier qui a décidé que c'était pas faute, donc c'est que ça doit pas être si clair que ça. Ils se remettront jamais de cette décision arbitrale, en tout cas. Et à la sortie des vestiaires, il y a la sensation qu'il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Je crois que sur la deuxième mi-temps, alors dites-moi si je me trompe, mais le LOSC ne cadre aucune frappe en deuxième mi-temps, alors qu'ils sont menés. Quand même, ça fait tâche. Donc ouais, clairement, il n'y a qu'une seule équipe qui ressort du vestiaire, c'est Lens.
et ils vont appuyer là où ça fait mal, toujours avec un gros Thauvin, un gros Wesley Saïd qui sont vraiment bien trouvés. Au milieu de terrain, Sangaré et Thomasson, ça va très très bien. Et, ils vont faire rentrer Guilavogui, Abdoulhamid aussi, qui fait une superbe entrée, j'ai trouvé. Donc vraiment, il baisse pas l'étreinte. Rapidement en plus, c'est vrai que dans cette deuxième mi-temps, il y a un nouveau fait de jeu qui est le troisième but de Ryan Fofana justement. La situation elle est aussi compliquée. Et vous allez peut-être me traiter de partisan, mais j'ai l'impression que là aussi il y a faute. En fait, euh, je sais plus, je crois que c'est Sahraoui qui a le ballon au milieu de terrain et il se fait repousser par la défense lensoise et il est déséquilibré et au moment d'être déséquilibré, il se fait marcher sur la chaussure en fait. Et l'arbitre laisse jouer et ça mène jusqu'au but de Ryan Fofana. Et donc encore une décision arbitrale difficile à prendre et controversée parce que les Lillois vous diront qu'il y a faute, les Lensois vous diront qu'il n'y a pas faute. Donc c'est qu'il y a débat. Mais en tout cas, voilà, sortie des vestiaires, ce troisième but intervient. Et à partir de là, c'est le naufrage. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas d'action en tête vraiment construite où on sent que le Lille a la volonté de revenir dans ce match. Mais de toute façon, à partir du deuxième but et même du premier but en vérité, Lille, ils sont débordés et Lens est supérieur. Euh, donc voilà, ça finit en 3-0. Je vous ai dit que les derbys, c'était des matchs particuliers. Là, le LOSC qui perd 3-0 à Bollaert. En plus, dans les derniers derbys, l'avantage était plutôt clairement côté le LOSC dans les victoires. Mais là, Lille qui perd 3-0 à Bollaert, c'est vraiment, vraiment symbolique. Et ça va impacter la suite de la saison, parce qu'ils étaient un petit peu sur une super dynamique. Invaincu, deuxième. Là, voilà, ça met un vrai coup d'arrêt. Pour Lens, ça peut vraiment lancer une saison, ce genre de match. Hein. C'est pas un match comme les autres, le derby. Leur début de saison, il a été compliqué. Ils restaient sur une défaite contre Paris, mais ils avaient fait un bon match. Ils étaient un peu en demi-teinte, je trouvais. Mais quand même, là, ça peut être un vrai tournant déjà dans leur saison. Donc voilà, sur le match Lens-Lille. Et le main event, j'ai envie de dire, il aurait dû avoir lieu dimanche soir entre Marseille et Paris. Mais là aussi, grosse histoire. Je ne vais pas vous refaire le passif de Marseille-Paris. Hein. Depuis quelques années, c'est un match essentiel. Là, il devait se dérouler dimanche soir, mais sauf que la région, non, le département, pardon, des Bouches-du-Rhône, il était en vigilance orange dû à cause des fortes averses qui étaient prévues. Et donc, la décision, ça a été de reporter la rencontre. Ils ont bien fait d'ailleurs, parce que quand on voit les images dimanche soir à Marseille, ça aurait pas été jouable, je pense. Et donc, le règlement stipule que, en cas de report pour des conditions météorologiques, le match doit se jouer le lendemain si les conditions le permettent, donc lundi. Sauf que, ça aurait été trop facile, sauf que lundi, hier, qu'est-ce que c'était? C'était la cérémonie du Ballon d'Or. Et qui l'a remporté? Ousmane Dembélé, un Parisien, avec 4 Parisiens nommés dans le top 10, et donc toute une délégation présente. Et donc évidemment, les Parisiens, ils voulaient assister à la cérémonie. Plusieurs d'entre eux étaient nommés dans les 30. Donc Paris fait tout pour jouer à un autre moment ce match, sauf que le Marseille insiste sur le règlement. Ils ont raison. Le match doit se jouer le lendemain. Paris qui demande à ce que ce soit joué à 15h ou à 17h. Sauf que Marseille disent non mais les gars, nous, les gens ils bossent, tu mets le match à 15h un lundi, comment les gens ils viennent au stade? Ils ont bien raison de souligner ça. Donc voilà, au final, le match il s'est déroulé
à 20h. Et c'était un match hyper attendu, vous vous en doutez. Et encore plus avec ce petit événement qui décale le match d'une journée, ça fait monter encore plus la température là où il n'y a même pas besoin de la faire monter, hein. Tout était bien chaud. Mais voilà. En avant-match, j'aimerais bien qu'on revienne sur les compositions, hein, tout simplement. J'aime bien faire ça. Ça donne un petit aperçu un peu des objectifs et des ambitions de chacun. Alors, au niveau de Marseille, moins de choses à dire parce qu'ils affichent le même dispositif déjà qui était aligné contre le Real de Madrid en milieu de semaine, mardi soir. Donc ce 5-2-3 avec les trois défenseurs centraux qui sont Pavard, Balerdi et Aguerd. C'était Medina, je crois. Non, c'était pas le même dispositif. Alors, je me trompe, je crois. Pavard était à droite, non, mardi. Bref, en tout cas, le retour de la défense à 3. Ouais, c'est ça, je crois que Pavard était à droite. Retour de la défense à 3 avec Pavard, Balerdi et Aguerd, avec des pistons Emerson Weah pour animer les couloirs. Un milieu Højbjerg, O'Reilly. On avait eu Kondogbia contre Madrid. Là, on a O'Reilly qui était en 10, là, qui redescend un peu plus bas sur le terrain. J'ai trouvé son activité d'ailleurs très intéressante contre Paris. Un peu un joueur de l'ombre, mais qui est aussi capable de casser des lignes avec sa qualité de passe et sa vision de jeu. Et une attaque composée de Greenwood. On passera sous silence encore ce joueur. Igor Pechao pour sa première titularisation, acheté pour 35 millions, gros investissement. Pas lui qui m'a marqué le plus, mais voilà, c'était à souligner. Et Amine Gouiri en pointe préféré à Aubameyang, voilà. C'est des choix, il faut aussi faire tourner et faire souffler. Donc voilà, côté Marseille, un petit peu un dispositif habituel. Côté Paris, alors là, il n'y avait rien d'habituel. C'était le bazar parce que il y a du blessé dans tous les sens. Paris, ça commence à être... ils commencent à payer clairement leur saison dernière trop intensive, qui s'est trop prolongée avec la Coupe du Monde des clubs. Et donc, niveau absent, contre Marseille, on avait du Joao Neves au milieu de terrain, du Barcola, du Dembélé et du Désiré Doué. Voilà, donc parmi eux, faites comme vous voulez, mais il y en a au moins 3 qui sont titulaires. Et du coup, comment a procédé Luis Enrique pour pallier à ces changements? Et ben, il a innové. Une défense, pas de choses à Zabarni en centrale. Et là, vous me dites, où est passé Marquinhos? Marquinhos est latéral droit. Et là, vous allez me dire, où est passé Hakimi? Hakimi, il est passé en attaque. Attaquant droit pour Achraf Hakimi. Un milieu de terrain du coup, ça fait une attaque composée de Kvaratskhelia, le seul valide de l'attaque habituelle parisienne. Gonzalo Ramos, Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Joao Neves, il va être remplacé poste pour poste par Zaïre Emery. Et du coup, la défense, vous l'avez vu, avec Nuno Mendes à gauche, Marquinhos en latéral droit, pardon. Et, mais ce 11-là, il va être aussi intéressant parce qu'il va bouger beaucoup. On va voir qu'à la ressortie de balle, Paris, ils vont ressortir à 3 avec Vitinha et Zaïre Emery pour ressortir les ballons, avec Marquinhos, Zabarni et Pacho qui vont rester à 3. Mendes qui va s'incorporer au milieu. Et donc, ils vont vraiment disloquer un petit peu leur dispositif. Mais ça ne va pas suffire parce qu'en début de match, il y a une énorme pression marseillaise. Paris, ils sont pris à la gorge. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans le même dispositif. À chaque fois, l'équipe à domicile, avec ses supporters, c'est normal, ils poussent et ils sont poussés, galvanisés. Et donc là, ça va vraiment être le cas, en plus avec un vélodrome plein à craquer. Marseille, ils vont vraiment mettre la tête sous l'eau à Paris dans les toutes premières minutes. Et ça va rapidement mener au but de Naïef Aguerd.
un but au bout de 4 minutes sur une boulette, on va appeler ça comme vous voulez, mais en tout cas une sortie ratée de Lucas Chevalier. On en avait parlé, nouveau gardien à Paris, avec le départ de Donnarumma à City et l'arrivée de Lucas Chevalier. Pour le coup, là, il marque son entrée par une sortie un petit peu hasardeuse. Et donc, au bout de 3 minutes, Marseille se retrouve devant. C'est pas arrivé beaucoup ces dernières années, hein. L'avantage, il était clairement parisien. Et même si ces deux tops équipes de notre championnat, le classique, ça fait quelques fois il est déséquilibré, hein. Il y avait eu une seule victoire de Marseille en Coupe de France il y a 3 ans contre Paris, mais je crois qu'au Vélodrome, ça faisait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Donc ouais, clairement, ça tournait à l'avantage de Paris à chaque fois. Et là, le but de Aguerd sur sa tête, ça chamboule tout. Euh, et vraiment, Marseille qui prend les devants, Marseille qui va mettre la pression sur Paris. Et on a du mal à retrouver le Paris qu'on connaît, malgré les absents. Quand on les avait vus à l'Atalanta, ils avaient la maîtrise et techniquement, on sentait que c'était trop fort en fait pour l'équipe adverse. Même si t'as pas les Dembélé, les Barcola, enfin Barcola était là contre l'Atalanta, mais les Doué, les Neves, les joueurs ils se connaissaient, t'avais un collectif qui était capable de combiner, de se trouver et de mettre en difficulté la défense comme ça. Et là, c'est pas du tout la sensation qu'on a. Il y a une possession qui a du mal à se mettre en place, on a du mal à trouver les attaquants. Il y a une petite percée de Kvaratskhelia, mais les individualités, elles sont pas assez fortes pour passer la pression marseillaise. C'est Marseille qui va se procurer la deuxième meilleure occasion avec la barre de... Alors là, j'ai un trou si c'est Peshao ou Gouiri, je crois que c'est Peshao qui trouve la barre. Donc vraiment intéressant la première mi-temps de Marseille. Le système il fonctionne bien, la défense à 3 elle est solide. Les pistons, Timothy Weah, il a encore une belle activité, hein. À Madrid, c'était lui le meilleur joueur marseillais, je trouve, avec Kondogbia. Mais là encore, il a une vraie activité, il met vraiment en difficulté le bloc parisien. Ouais, il y a des imprécisions aussi défensives pour Paris. Je pense au but hors jeu qui va être inscrit par Marseille. Donc, donc ouais, c'est vraiment la première fois depuis le début de saison 2024 que Paris est mis autant en danger par une équipe. Ils n'arrivent pas à trouver d'opportunités, ils n'arrivent pas à trouver des décalages vraiment intéressants, à déstabiliser véritablement ce bloc de Marseille. Donc une première mi-temps équilibrée, mais du coup qui tourne en faveur de Marseille grâce à ce but rapide et une possession assez stérile pour Paris, ce dont on n'avait pas été habitué ces dernières saisons. Les débuts de Luis Enrique, c'était un peu comme ça, c'était une possession vraiment sans décalage, sans changement de rythme. Mais depuis que Dembélé était revenu au très haut niveau et que les latéraux Hakimi et Mendes étaient à leur niveau actuel, il y avait des courses qui faisaient tellement mal aux adversaires que l'intensité, elle augmentait à chaque fois. Et là, il n'y a pas eu cette sensation-là. Hakimi en avant-centre, ça le bloque un peu, je trouve, dans cette capacité de déséquilibre de l'adversaire. Il est un peu plus prévisible. Et donc voilà. En deuxième mi-temps, le schéma il va être un peu le même, sauf que forcément, au fur et à mesure, Paris, ils vont être un peu plus dangereux, faut bien le dire. La pression, elle va se rapprocher, la défense, elle va être moins nette, même si ça continue de bien défendre côté Marseille, mais on sent que les Parisiens ils peuvent se rapprocher un peu plus des buts de Geronimo Rulli, qui est obligé de faire un peu plus de parades. Il y a aussi des petites frayeurs avec, je pense au petit lob de Vitinha qui tente de... il voit que Rulli est avancé, il tente de le lober en dehors de la surface. Donc voilà, il y a des petites frayeurs, c'est moins net. Mais il y a toujours ce mal à trouver des espaces. La pression, elle va être maintenue tout au long de
tout au long du match, en fait, Marseille, ils vont jamais lâcher le steak, hein, comme on dit, avec beaucoup d'intensité. Un peu trop pour Roberto De Zerbi qui se fera exclure en toute fin de match, mais ça va tenir pour Marseille qui va finalement s'imposer 1-0 grâce à un but au tout début de match. Ils vont le payer jusqu'au bout les Parisiens parce qu'ils n'ont pas réussi à vraiment se procurer des occasions nettes. Gonzalo Ramos, il a été trouvé en point de fixation, mais jamais véritablement en situation chaude dans la surface. Pareil pour Hakimi, pareil pour Kvaratskhelia. Donc voilà, Paris qui va s'incliner pour la première fois au Vélodrome depuis de nombreuses années. Bon, ce sera compensé par la victoire du Ballon d'Or par Dembélé, mais surprise, et ça permet au championnat de rester un petit peu ouvert, voilà, avec Lille qui reste à 2 points. Monaco aussi Non, Monaco ils sont un peu plus loin, mais voilà, ça évite que Paris prenne déjà 5 points d'avance sur tout le monde. Et donc voilà, la grosse surprise, elle est là. Ah non, mais en fait, Monaco, ils ont autant de... Pardon, j'étais perdu. Monaco qui a fait qu'une seule défaite contre Lille. Et donc, ils ont autant de points que Paris, pardon. Et Lyon aussi, du coup, qui ont perdu que contre Rennes. Et Strasbourg aussi. Je suis perdu, pardon. Mais voilà, ça permet de relancer le championnat. Et grosse surprise, et ça permet aussi de dire aux autres équipes que Paris est atteignable. Et donc voilà un petit peu le débrief des 3 rencontres chaudes de ce week-end. J'espère que ce week-end vous aura plu et que cette vidéo débrief vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et me suivre sur Twitter si vous voulez avoir des live tweets de quelques matchs dans le week-end. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!